Et ça, on poursuit. vient... C'est déjà commencé. C'est déjà commencé. Pas d'impro. Une discussion avec les artisans du spontané. Juste une discussion, pas d'impro. Idée originale de Frédéric Bambouchi, musique Dominique Hamel. Hugues Théby, improvisateur, comédien, formateur, l'initiateur du podcast Entretien avec un improvisateur et sur son blog... Impro, etc. Merci. Ah non, mais attends, je veux dire aux gens qui commencent avec notre podcast... Non, mais tu peux l'arrêter. Mais dans mon enregistrement, je peux dire aux gens, si vous voulez écouter la première partie de cette discussion, il faut se rendre sur Entretien avec un improvisateur. Entretien avec un improvisateur, vous trouvez sur iTunes ou n'importe quel... de podcast, Entretien avec un improvisateur. Vous cherchez globalement, je pense qu'on va tomber sur ça. Je pense que si vous êtes sur le mien, dans les podcasts suggérés, il y a le tien et vice-versa. Oui, ça doit sans doute... je pense que ça doit se trouver. Donc c'est parti, tu peux arrêter de dire. Allez, j'arrête le mien. Poup. Oh, en plus, il y avait quasiment plus de batterie. Je l'avais pas branché. Eh ben, parfait. Ouais, parlons podcast. Donc toi, ton podcast depuis... Donc septembre 2015. Oui. Parce que je l'avais créé je me rappelle, au retour de Chicago, où j'avais fait 5 semaines à Chicago, à l'IO Theater, formé un peu sur le long forme américain, comme ça. Ouais. Et c'est là-bas que j'avais découvert qu'il y avait vraiment plein de podcasts. Oui. De gens qui faisaais des entretiens. En fait, je les connaissais pas avant d'y aller. Et c'est là-bas que plein de gens m'en ont parlé. Je me suis dit, en fait, je vais faire ça en rentrant. Ouais. Donc voilà, donc, je sais que c'est septembre 2015. Je sais quand ça a commencé. C'est drôle parce que quand j'ai eu l'idée, moi, le tien commençait. Puis là, j'ai fait je vais me faire aussi. Mais moi, j'y vais un peu. On dirait que je veux faire des archives. Là. Je me dis, peut-être que ça va être utile dans 15 ans à quelqu'un qui fait des études. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est marrant, ça fait du coup une qualifiée d'historien de l'impro. À travers les parcours des uns et des autres, ça donne un peu une cartographie de l'improvisation francophone. Pour moi, du coup, c'est très franco-centré. Quelques Québécois, Suisses, mais moi, non, c'est quand même... La francophone, ça rassemble la francophonie. Oui. Ouais. Bon, on va pas souvent au Togo, mais donc c'est ça. Moi, j'en ai écouté des podcasts en anglais, puis il y en a que je fais je veux pas écouter ça. Ça fait. Ils parlent de leur vie, puis de la fois qu'ils ont rencontré des anecdotes, puis je fais ça peut servir des anecdotes, mais j'aimerais bien qu'on parle du centre du truc. C'est ce que j'apprécie du tien, d'ailleurs. Ouais. Que ça parle de... Non, mais que ça parle des désirs, des visions, du cheminement, puis de tout ça. C'est vrai que le tien aussi. D'ailleurs, est-ce que le fait que ça s'appelle pas d'impro, il n'y a pas d'impro, est-ce que... parce que du coup, tout de suite, je me suis dit, mais devrais t'écouter les podcasts de Jimmy Carrane et t'aimais pas... Non. Ah, parce qu'il y avait de l'impro. Parce que du coup, moi, c'est un de ceux que j'écoutais avant de lancer le mien. Justement, j'ai pas mal écouté ceux de Jimmy Carrane, où c'est un entretien avec quelqu'un et ça dure une demi-heure, 40 minutes. Ouais. Et il y a un moment où ils disent, mais maintenant, on va faire de l'impro ensemble. Et ils font 10 minutes, 10-15 minutes d'impro et après ils en discutent. Donc je me demandais si... Non, en fait, j'avais écouté une fois Jimmy Carrane, puis je trouvais que c'était trop personnel, les entretiens. Puis, je sais pas si je me suis rendu jusqu'à l'impro. Et je savais pas par où commencer. Tu sais, c'est toujours dur là, quand il y en a beaucoup de faire. Je commence au début, en 2011 ou 2006. Non, pas d'impro, c'est vraiment pour le jeu de mots. Pod, impro, pod, en tout cas. Mais, un calembour de merde. Mais. Non, même que j'en écoutais un américain Charlie, je sais pas trop quoi, qui terminait avec des impros. Puis, c'est toujours, je trouvais que ça faisait toujours un petit froid. Donc, c'est jamais extraordinaire. Ouais. Puis le but premier, c'est de parler d'impro. Oui, donc, juste d'en discuter que d'en faire. Après, autant que les gens payent pour venir nous voir. En fait. Ouais, voilà. On peut leur filer gratuitement des podcasts, on peut en plus faire en sorte qu'ils viennent pas nous voir en spectacle à un moment donné. Puis je vais en vivre aussi.
Complètement. Ben oui, qui viennent nous voir, mais puis aussi, je sais très bien que ces podcasts-là, tu sais, c'est pas... à part mon frère qui fait pas d'impro, tu sais, les moldus, si on peut les appeler comme ça, ben, ils viendront pas écouter ce podcast-là. Non, il y en a quelques-uns qui vont en écouter de temps en temps, mais voilà, mais c'est... Il y a des passionnés d'impro, il y a des gens qui les écoutent tous religieusement. Il y en a qui vont les salue. Écouter de temps en temps, et merci à vous. Ouais, non, mais après ça, je veux dire, c'est comme si j'écoutais un podcast d'impression 3D. Je veux dire, les techniques d'impression 3D et comment j'aime l'impression 3D. Je fais pas, ok, ça peut être intéressant une fois. Oui, c'est ça. Ah, mais attends, il y a plein de choses en fait dans l'impression 3D que je peux faire en métal. Wow. Que je peux rapporter à ma vie, à moi. Mais les autres podcasts que tu as écoutés, t'en as-tu écouté beaucoup? Il y avait donc Jimmy Curran que j'ai pas mal écouté, et après c'était plus un peu en dilettante de temps en temps, à gauche à droite. Après les noms, j'en ai pas écouté depuis longtemps, donc j'ai plus les noms en tête. Les podcasts. T'as-tu écouté IRC, le Improv Research Center? Peut-être pas. Pas. Ça a changé un peu, mais au début, là, son angle, c'est vraiment parler d'exercices d'impro. Puis je trouvais ça très intéressant parce que, bon, il y a des exercices que je ferais jamais ça. Mais il y en a d'autres que ça fait réfléchir. Puis à chaque fois, surtout quand tu donnes beaucoup de formation, ça inspire de temps en temps d'avoir ça. C'est toujours intéressant d'avoir un petit livre d'impro qui va te dire, ah, mais attends. Ah, en fait, c'est pertinent ça. Ah, mais c'est exactement, ça fait un petit déclic là, c'est ce qui me manquait. Je vais reprendre ça. Sinon, il y a le Teacher's Lounge, quelque chose du genre, où elle interviewe des gens, mais c'est vraiment l'angle donner des formations d'impro, le rapport que tu as avec ton groupe, tout ça, c'est très niché, mais c'est super intéressant. C'est des sujets qui sont passionnants. C'est vrai que nous, nos deux podcasts, c'est le même finalement angle très personnel qui est le parcours et le point de vue de telle personne sur l'impro et sur ce qu'on fait. Oui. Et la suite des choses. Mais d'ailleurs, c'est ça, t'es à Chicago, t'es anglo-saxon. Oui, anglais, britannique. Oui, t'es né là-bas? Je suis né là-bas, mais je suis né en France quand j'étais tout petit. Ok. Donc, voilà. Donc là, avec le Brexit là qui vient, je sais pas quand les gens vont écouter ce podcast, mais là pour l'instant, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Mais je n'ai toujours pas la nationalité française. Ok. Donc, je ne sais pas encore. Oh. Mais c'est en cours, c'est très très long. Donc, vais-je être naturalisé à temps? On ne sait pas, je vais peut-être me faire virer de ce pays. Mais t'es arrivé à quel âge? À 4 ans. T'as toujours pas de nationalité. Mais non, mais il faut faire la procédure, et la procédure est longue, et en fait, c'est le genre de truc, tant que t'as pas pris le temps de... Attends, il faut prendre tous les papiers, faire traduire les actes de naissance, des mariages, il faut faire l'effort de le faire, et en fait, tant que t'as pas besoin, parce que j'ai jamais eu besoin, en fait. Oui, c'est ça. J'ai jamais eu... le seul moment, c'est à chaque fois que t'as des élections, tu fais « Ah, c'est vrai, mais bon, c'est trop tard. » Donc, voilà. Mais quand même, tu t'intéresses à l'impro, justement, Chicago, plus l'école d'El Close et tout ça. Et John Stone aussi, que tu as interviewé. Mais il n'est pas disponible dans tes podcasts? Il voulait pas. Alors non, du coup, il n'est pas en tant que podcast directement. C'était une forme un peu différente, on en avait parlé assez longuement. Et après, j'ai redécoupé et remonté ses réponses pour... mais il est sur ton blog. Des choses. Mais oui, sur mon blog, en fait, c'est... je sais plus, j'ai mis à disposition sous différents biais, mais ils sont sur YouTube, en tout cas, avec du coup des sous-titres pour les Français. Puissent écouter, donc il y a des transcriptions disponibles. Et attends, est-ce que j'ai mis la transcription complète sur mon blog? C'est possible. Oui, je l'ai vu passer, mais j'ai pas eu le temps. Mais bon. Mais voilà, tu parles à beaucoup de gens, tu fais des podcasts, t'as étudié plus ça que la moyenne des gens. Oui, donc la moyenne, ça. Et moi, quand je pense à l'impro côté anglophone, je trouve, puis quand j'ai donné un atelier aux États-Unis, je l'ai vu, c'est que il y en a, pour la plupart, ont tellement mis d'étiquettes sur tout qu'ils ont de la difficulté à s'en sortir.
Ah bah aux États-Unis, la rupture long forme short forme, elle est vraiment forte. Il y a plein de gens qui du long forme voient d'un mauvais œil, gens qui font du short form. Et ouais, les gens qui font un peu des deux, c'est un peu les exceptions, mais qui existent et il y en a plein. Souvent d'ailleurs plutôt je fais du short form et au bout d'un moment je vais me mettre à faire du long form plutôt que le contraire. Mais du coup il y a des scissions assez fortes entre les deux. Qu'on peut retrouver après qu'on peut retrouver dans le milieu francophone aussi, mais c'est plus il y a une scission plus match pas match, après peut-être match plus on va dire tout ce qui est en France on appelle plutôt les cabarets d'impro par exemple, je crois, nous autres on dit whose line d'habitude, mais ça ressemble un peu mais on va dire les spectacles à contrainte, c'est comme ça, et après des formes plus libres. Mais la scission moins forte, je trouve, que ce que j'ai pu ressentir aux États-Unis en parlant aux gens là-bas. Où les gens qui font du long forme ne vont pas aller voir de short form, enfin, et vice versa. Ça doit. Oui, non, mais après, ça, les frontières se floutent un petit peu, mais on la sent en fait, la différence. Et plein de gens là-bas me disaient que ils étaient mal vus quand ils commencent à faire du long form en disant dans un groupe tu vas éviter de dire que tu as fait du comedy sport avant. C'est East Coast, West Coast. Non mais il y a ça. Après il y a le côté très américain, quoi. Tout est 50-50, quoi. Démocrate, tout est républicain, il n'y a pas d'entre-deux. Non, il y a un 2% d'entre-deux. Non mais oui, c'est ça, mais tout est Ralph Nader, quel que soit le sujet, tout est Mais moi, c'est ça qui m'a surpris le plus, c'est que à quel point ils ont beaucoup de littérature sur le sujet, tout ça, mais à quel point ça les emprisonne dans des façons de faire qui leur permettent pas de trouver plus. Et nous, au contraire, parce qu'au Québec, ayant joué très très jeune, on n'a jamais rien nommé, on est que instinctif. Moi, j'ai plus nommé de choses dans les 10 dernières années que dans les 20 qui ont précédé. Je pense qu'il y a une culture de la pédagogie en fait. Aussi, par exemple, John Stone, à la base c'est ça, c'est un pédagogue. C'est vraiment ça, et c'est là où le plus intéressant ce qu'il propose, c'est dans la pédagogie. Et tout est orienté autour de quels exercices vont permettre d'obtenir quoi. Et du coup, il a tout nommé. Enfin, c'est vraiment il y a un travail de recherche, d'analyse, etc., qui est impressionnant. Dans Johnson, tout travaille sur le status, sur toutes ces choses-là. Et du coup, tout est nommé. Il y a les techniques de blocage de refus, tout est. Et du coup, ça rentre dans le langage commun, l'improvisation anglophone, côté Johnson en particulier. Et du coup, même aux États-Unis, il y a ça aussi. Il y a, je pense, le côté pédagogique, les écoles d'impro. Où c'est quasiment tout basé sur le même modèle de t'as genre 5 niveaux, c'est 8 semaines par niveau, et du coup t'es en parfois c'est genre 4A ou 4B, et t'as tes classes et moi j'ai fait jusqu'au niveau 4 de UCB à New York, et du coup ils ont chacune des techniques, des méthodologies pour se différencier aussi, et je pense qu'il y a ce truc pédagogique très fort que t'as peut-être moins dans la culture du match, où plus de travailler sur les catégories, de travailler sur les règles, travailler sur comment ça a fonctionné dans ce format de spectacle-là, mais moins sur des éléments plus techniques et du coup avec un vocabulaire associé. Non, mais ça reste, même quand je me le faisais enseigner, ou moi je l'enseignais au début, c'était instinctif, puis on passe pas trop de temps sur les catégories, je veux dire. Mais c'est ça, puis mais toi, tu te trouves où dans cette toile, selon toi? J'ai pas forcément. Il y a un petit signe de main ici qui est de gauche à droite. C'est ça, en fait, j'ai essayé de pratiquer un peu de tout, et mes spectacles à l'heure actuelle sont un mélange de pas mal d'inspirations différentes, en fait. De trouver ce qui moi m'intéressait le plus, et du coup c'est des mélanges de techniques et d'influences, comme je disais, il y a donc pas mal d'influences du long form américain, donc
des choses très libres, aussi de l'impro organique en groupe, des choses comme ça, que j'aime beaucoup. Mais par exemple, mon spectacle 100% Hugues et Olivier, donc le duo avec Olivier Boulcroune. Pour en savoir plus, vous pouvez écouter le podcast précédent. Par exemple, on demande un mot au public et après on en discute tous les deux avant d'attaquer. Ça, c'est très américain, c'est très longtemps américain. Tu demandes un mot, tu prends le premier mot. Je fais toujours ça. Première suggestion, donc ça c'est très, très américain, on va dire. Et on en discute d'avant. Donc en fait, c'est notre ouverture au spectacle, notre opening, c'est nous deux qui avons une discussion. Et ça, j'ai vu des spectacles aux États-Unis où c'est ça effectivement l'opening. Ça peut être un dialogue personnel, enfin, il y a plein de formes différentes, mais il y a ça, et ça va inspirer la suite. Par contre, nous, ce qu'on raconte, avant c'était des enchaînements de scènes libres, donc c'était encore plus proche d'une forme américaine. Maintenant, c'est une histoire. Donc, pour le coup, on rentre dans du storytelling qui, pour le coup, est plutôt opposé à ce qu'on va trouver pas mal dans le long forme américain, mais qui va se rapprocher de ce qu'on va plutôt avoir dans ce John Stone, etc. En fait, en écoutant tes podcasts, moi, j'ai cru comprendre que tu t'adhérais plus à la vision Johnstonienne. Peut-être pas autant que, comment il s'appelle, que tu l'as fait récemment. Yann, ouais. Ouais, je sais pas. Parce que, j'adhère pas forcément plus à l'un qu'à l'autre. Après, par exemple, l'improvisation dirigée, c'est très Johnstonien. Et ça, c'est un truc, j'adore le faire, je trouve que c'est super efficace, donc je le prends. Et on s'en sert. Et après, c'est à partir de ça, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai envie de raconter pour tel spectacle, qu'est-ce qui est le plus pertinent, et de sortir un peu des carcans. Il y a des choses qui m'intéressent pas, par exemple, c'est les structures narratives, par exemple. Tout ce qui est voyage du héros. Alors, ça, à la fois c'est un truc qui m'intéresse, qui me passionne même, et je connais assez bien tout ce qui est voyage du héros, les différentes structures narratives et tous les trucs, et je vais lire sur le sujet, etc. Mais par contre, ce qui ne m'intéresse pas, c'est de prendre ça et de faire rentrer un spectacle d'impro là-dedans. Ou de le faire systématiquement. De faire rentrer au forceps. D'avoir confiance que, en fait, si je raconte une histoire qui est intéressante, si je suis le truc, la structure narrative, elle naîtra d'elle-même. Le voyage du héros, tu peux le trouver dans ce que tu veux, si tu as envie de le trouver. En gros, si ton truc il fonctionne. Donc, par exemple, un spectacle de comédie musicale improvisé, qui est narratif, mais je connais pas mal de spectacles de comédie musicale, en France notamment. Il y a New, par exemple, la comédie musicale improvisée à Paris, où on travaille sur la structure narrative. C'est quoi une comédie musicale, comment c'est structuré. Et moi, je suis opposé à ça, de me dire c'est quoi une comédie musicale. C'est un spectacle où il y a des chansons. On raconte une histoire et de temps en temps on chante. Pour moi, c'est ça la définition. Et je veux pas rentrer dans le truc de attends, il faut l'acte 1, il faut le truc, il faut les chansons, les I Wish Song et moi je vais plutôt chercher à briser les choses et à trouver le plus de liberté possible et le plus important. Et là, ça se rapproche plus du côté américain que du côté storytelling. C'est-à-dire que ce qui va être le plus important pour moi, c'est que les scènes en elles-mêmes soient intéressantes. C'est qu'est-ce qui rend la scène intéressante. Find the game. Voilà, peut-être un game. C'est ça. Mais c'est ces mots-là que je trouve qui sont super intéressants, sont très pertinents, mais qui t'enferment aussi. Parce que c'est quoi un game? Et du coup, attends, c'est quoi? C'est l'enjeu du truc. C'est juste. Et je vois que maintenant, par exemple, j'ai changé, mais dans les mots utilisés. Maintenant, vraiment, les termes que j'utilise, c'est qu'est-ce qui rend cette scène intéressante. Et c'est un de mes axes de travail aujourd'hui, même quand je donne des cours, c'est souvent. Là maintenant, j'ai un peu développé une sorte de théorie, en tout cas un cadre qui, moi, me sert et qui fonctionne assez bien pour aborder les 4 piliers de la spécificité. Si on parlait de trucs très, très cadrés, mais moi je trouver qu'est-ce qui rend cette scène intéressante. En fait. Et on en parlait tout à l'heure de faire un choix fort et de l'assumer. Et un choix fort, tout d'un coup, ça rend le truc intéressant. Tu dis, il se passe quelque chose. Je sais pas où ça va aller, je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas là il y a quelque chose. Et où ça va mener. Et si on est dans le cadre d'une histoire, c'est trouver une scène intéressante, c'est le plus important. Et se dire que si on se concentre juste sur jouer chaque scène le mieux qu'on puisse, l'histoire elle va se créer toute seule. Et après, c'est bien si on a un peu de recul pour se dire tiens, là il faut arriver à une conclusion, ça peut être bien. Enfin, il y a un peu de recul à avoir éventuellement sur ça. Mais que la base c'est de se dire comment je peux rendre chaque scène intéressante, idéalement. Quelle que soit la forme de spectacle. Donc après, le travail, il se fait là-dessus. Et c'est là, des fois, qu'on mélange intéressant avec comique. Mais... Voilà, et c'est ça. Et c'est pas forcément le truc
si une scène me fait pleurer, je pense qu'elle m'a intéressé. Ouais, c'est ça. Mais c'est ça, c'est dans les fondements. Je trouve que c'est peut-être pas tout le monde, mais qui prennent ces règles-là à la lettre, puis quand dans le fond, toutes ces règles-là ont vraiment un fondement qui est légitime. Je veux dire, le yes and qui est tellement, tellement, tellement présent. Ben moi, je l'ai traduit en disant... je l'ai pas traduit, en fait. J'ai réalisé que c'était la même chose quand je dis constamment aux gens à qui je donne des formations, ce qui est compris devient notre vérité. Mais ça veut pas dire que tu dis oui, tu sais, mais je veux dire, si tout le monde pense que c'est ton père, ben, essaie pas de nous faire croire que c'est quelqu'un d'autre. Je veux dire, après ça peut être toutes sortes de figures paternelles, mais ce qui est compris devient ta vérité. C'est le livre de Mick Napier. Ouais. Comment il s'appelle son livre? Improvise. C'est pas lui qui fait. Non, c'est pas lui qui fait avec la science. Non. Il fait il mélange impro. Il y a un moment dans son livre où il y a un mélange de thermodynamique de l'impro dans le livre. Mais la base de son truc, c'est il liste les règles. Improvise from the inside out. Ouais, peut-être. Bref, et il commence avec la liste des règles. Ouais. Il dit mais tout ça c'est et il déconstruit en fait chaque règle. En disant bah oui ok ça a eu une origine, ça vient de quelque part. Ne pose pas de questions. Et il liste plein de règles. Donc c'est marrant parce que du coup certaines où c'est typiquement américain. C'est des règles, tu vois ça, je me dis attends mais qui Et en fait dans le cadre du long form américain à Chicago, enfin je dis américain c'est plus Chicago on va dire. Ouais. Mais parce que ça bouge là-bas aussi. Oui, il y a plein de choses. Et il prend toutes les règles, et il déconstruit le truc. Et c'est un peu ça, il a fondé le Noyance Theater, un peu en opposition à l'IO Theater à l'époque où il essayait de cadrer justement ce que était un Harold, comment fait le truc, à essayer de faire rentrer un peu dans un cadre trop précis. Et eux, c'était un peu créer un truc un peu plus punk, un peu plus libre, en s'affranchissant des règles entre guillemets. Mais au final, les règles, c'est intéressant de savoir d'où elles viennent. Mais après, c'est comprendre. Peut-être que le plus intéressant, c'est de les enfreindre, justement, ces règles. Donc, encore une fois, c'est toujours le truc de. C'est quoi le plus intéressant Mais c'est drôle parce que, tu dis tout ça, puis je regarde les États-Unis aller, je fais. Eux, un peu comme le Québec, sont pris dans leur culture qui a été. Tu sais, le Harold, tout le monde se demande pourquoi ils le font, mais ils le font encore. Et nous, c'est le match, on se demande pourquoi on le fait encore. C'est encore un peu le cas en France, mais je sens, moi, l'émancipation de... nous, la France, c'est cool, c'est bien le match, mais on peut faire plein d'autres trucs. Il y en a qui l'ont pas encore réalisé, je le vois. Non, je fais le tour. Il y a plein de... ça dépend vraiment des endroits. Ils font du match depuis tant d'années, puis il n'y a jamais eu d'influence extérieure, donc ils font ce qu'ils savent faire. C'est ça. C'est un peu ça chez nous. Connaissent. Et là, j'ai l'impression que la France fait... Ouais, mais nous, c'est quoi notre école? Et là, ça va voir un peu américain, british, et finalement, j'imagine que en ce moment, il y a des bases qui s'installent sur ce qui se crée en France, qui va devenir éventuellement, dans je sais pas combien... Les gens vont faire tu as écouté les sages paroles de Hugues Teddy. Je sais pas si il y a vraiment s'il va y avoir un courant vraiment identifiable. Peut-être pas. Il y a des choses par exemple qui sont identifiables parce qu'ils sont clairs. Par exemple quand Mathieu Loss et Marc Meyer ils créent Slow Impro, un combat absurde, du coup un peu une technique de jeu, une philosophie de jeu et qui a influencé pas mal de gens, et du coup c'est une école, on pourrait appeler ça une école au même titre que c'est une école johnstonienne mais voilà, c'est un élément assez spécifique, mais finalement qui peut donner plein de choses après. Et un point de départ qui va inspirer des gens. Et plein de choses qui se rencontrent. C'est de toute façon en France, là je le vois à Lyon. Je pense que là on est là depuis quelques années, on a je pense vraiment les premières générations d'improvisateurs qui ne connaissent pas le match. Parce que même moi, les premiers spectacles que j'ai vus, c'était des matchs d'impro. Et je n'ai pas spécialement travaillé, mais j'en ai joué
même quand je commençais à faire des ateliers, donc c'était avec les compagnies qui faisaient pas de match eux, mais il y avait quand même ce truc de on connaît l'impro, on connaît le match, donc quand on organisait des spectacles, c'était des matchs. Donc, il y avait quand même cette culture-là du match. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui improvisent depuis plusieurs années, qui n'ont, je saigne du doigt. Oui, tu saignes du doigt. Bon, moi je sens partout. Qui n'ont jamais vu de match, qui n'en ont jamais fait. Oui. Mais et qui font plein de formes de spectacle. Et c'est nouveau. C'est pas à Lyon. C'est 10 ans, il y a 10 ans, ces gens, je pense, n'existaient pas. Et là, c'est que depuis quelques années que finalement, il y a tellement de choses à côté que sauf si vraiment tu vas aller voir un match pour savoir ce que c'est, parce que tu en entends parler. T'as une vague idée de ce que c'est, mais tu n'en as jamais vraiment vu ni fait. Et c'est nouveau. Mais je te dirais que c'est l'effet improvidence, parce que pour faire le tour, je dis pas que je fais toutes les villes de France, mais moi j'ai vu Lyon avant l'improvidence, puis j'ai vu Lyon maintenant. Ouais, et ça fait 5 ans. Ouais. Parce que moi j'ai connu Lyon, puis c'était la Liliade, la Lily, qui est devenue, qui a fait, et ensuite et compagnie. Ouais. Et là, Après, je pense même à Paris, c'est le cas aussi. C'est une question je pense, de masse. Ouais. Si tu as suffisamment de spectacles et d'offres, pour pas que tu te retrouves à aller voir un match par défaut. Ouais. Parce que tu as d'autres choses. Et à Paris, je pense qu'il y a... Mais il y a quand même beaucoup de ligues. Il y en a plein, mais après, il y a tellement de trucs autres. Et je pense qu'il y a pas mal il y a des improvisateurs qui en font depuis quelques années à Paris aussi, qui sont dans des groupes qui font d'autres choses et qui vont voir d'autres gens et qui ont découvert l'impro par autre chose que le match aussi. Ouais. Que les premiers spectacles que tu vois, ça va quand même t'influencer. Ouais. Et je pense qu'il y a plein de gens à Paris ou à Lyon qui découvrent l'improvisation à travers le match. À l'Improvidence, effectivement, notamment, régulièrement. Je sais pas, où je jouais vendredi dernier, du coup, il y a la moitié des gens dans la salle, leur premier spectacle d'impro qu'ils ont vu, parce qu'il y a plein de gens qui n'avaient jamais vu d'impro. Leur premier spectacle d'impro, c'était une comédie musicale improvisée. Bon. Donc voilà. Les pauvres. C'est ça. Non, donc, les choses évoluent. Après, je sais pas si on peut vraiment dire qu'il y a un courant français. Ok, mais là, si la communauté d'improvisation vient de voir, fait Hugues, on veut que l'impro évolue. On te donne des valises remplies d'argent. On a besoin de toi. Guide-nous, berger. Nous sommes tes moutons. Non, mais pour vrai, qu'est-ce que tu aimerais faire éventuellement, avec ou sans moyens? Dans quelle direction tu veux aller? Dans quelle... Là où on est quand même pas mal à chercher ça aussi en France, il y a l'idéal de se dire que l'improvisation peut être autre chose que quelque chose qui se joue dans des cafés-théâtres, dans des petites salles, et que l'improvisation est adaptée à toute forme de spectacle. Ouais. Et c'est-à-dire d'amener des spectacles improvisés sur les grandes scènes nationales en France, d'aller jouer là-bas avec des spectacles, avec des mises en scène fortes et travaillées, un propos qui est clair, que tu défends sur scène, des choses vraiment fortes et assumées, que ce soit des spectacles qui soient des spectacles de théâtre. Oui. Vraiment. Peut-être même avec le même travail en amont qu'une pièce écrite. Oui, c'est ça. C'est un des trucs, j'y crois vraiment. Le fait que parfois c'est plus efficace, tout simplement, d'improviser ton texte que de l'apprendre et de le réciter. Ça peut être plus efficace que ce soit en temps passé, déjà, et mine de rien. Donc en argent, non mais mine de rien, c'est con, mais si tu peux diminuer ton budget pour monter une pièce de x5, tu peux te permettre de faire autre chose aussi. C'est pas négligeable non plus, que l'impro ça coûte. Puis tu jouerais ça à combien de comédiens? T'as de la mise en scène, t'as une structure, là moi j'ai pas de spectacle là, mais on rêve, là, je veux dire, t'es pas obligé. Je vais pas revenir dans 5 ans en disant mais tu l'as pas fait encore? Non, mais c'est des spectacles. Moi, les spectacles qui me font le plus rêver à l'heure actuelle, on en parlait juste avant. Là, par exemple, le spectacle Marche ou Crève donc de Laurent Mazet, basé sur On achève bien les chevaux. Il y a donc un spectacle qui se joue, normalement, on est 14 sur scène. Il y a une scénographie qui est assez précise. Il y a de canevas plus ou moins clair, mais en fait, c'est
c'est un concours de danse et on se fait éliminer au fur et à mesure. On ne sait pas, on sait pas qui va se faire éliminer, on ne sait pas ce qui va se passer. Tout est improvisé dans le déroulement, mais en même temps, il y a des passages qui sont très clairs. Voilà, c'est quand même très travaillé, tout en ayant cette spontanéité et ce truc vivant et viscéral de ok, c'est improvisé et nous on ne sait pas et on réagit à ce qui se passe et c'est un spectacle qui parle de quelque chose aussi, qui parle de l'effondrement, grosso modo, qui parle de comment qu'est-ce que tu fais quand tout s'effondre. Ça parle, c'était les marathons de danse des années fin des années 20, début des années 30, donc grosse crise, tout le monde vraiment dans une merde noire économiquement. Et là c'est un spectacle qui se passe dans un futur proche, post-effondrement, et de se dire ok, qu'est-ce qui arrive à ces gens, quoi, et pourquoi ils se retrouvent là-dedans, dans cette télé-réalité spectacle, pourquoi ils vont s'humilier là-dedans, enfin voilà. Et du coup on sait de quoi ça parle, ça peut nous faire réfléchir aussi, et un spectacle qui est visuellement travaillé, et moi c'est ce genre de spectacle là que j'aimerais voir plus, ou en tout cas c'est-à-dire que il y a une vraie légitimité à dire que je veux monter un spectacle, je peux en écrire le texte ou pas, et se dire que que c'est plus le problème en fait, que ce soit pas une problématique. Attends, il faut écrire le texte, ou quel texte je vais mettre en scène, mais que l'option d'improviser, de laisser la liberté aux comédiens soit une option viable, et que tous les metteurs en scène se disent tiens, je pourrais utiliser ça, qu'il y a des metteurs en scène qui préfèrent faire du texte, d'autres improviser. Enfin, mais idéalement qu'on en arrive dans un terrain en tout cas d'égalité entre guillemets, c'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre, que l'un peut être plus ou moins adapté à telle ou telle chose. Donc, à la fois idéalement c'est cette direction-là que je voudrais prendre, et en même temps moi je pense que j'en suis pas là moi, en tant que metteur en scène ou créateur de spectacle. Dans ce que j'ai envie de proposer, j'ai pas d'idée claire. Il y a des vagues trucs qui apparaissent, mais j'ai pas encore de projet précis là-dessus, mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens, je pense à je citais Laurent Mazet, je parlais tout à l'heure de la morsure aussi, Marie Parent, Christophe Chevillers, on les salue. Voilà, tous ces gens qui ont des spectacles qui sont forts, et j'ai la chance de pouvoir travailler avec eux de temps en temps. Voilà, des spectacles. Un de mes spectacles préférés que j'ai joué dernièrement. Tiens, on ne parlait pas dans le podcast précédent. Le spectacle qui s'appelle Happy Hour. Donc, c'est un spectacle de Joe Fuego et Laurent Mazet, où c'est un spectacle sur la parole. Qui est sur le texte, mais il y a pas mais tout est improvisé. Enfin, tout le texte est improvisé. Mais c'est 6 personnes dans un bar. Et on bouge pas. Il y a 1 ou 2 déplacements. On sait globalement comment est séquencé, qui à son moment, parce que chaque personnage est caractérisé par son type de parole. On va dire c'est chouette. Voilà. Et c'est comme ça que les personnages sont construits. On sait globalement ce qui doit se passer dans chaque moment. On ne sait pas exactement combien de temps ça va durer et de quoi ça va parler, mais on sait globalement ce qui va se passer dans ce spectacle. Et on est assis, enfin il y a 1 ou 2 entrées. Et moi par exemple dans ce spectacle, je joue le rôle de la plante verte, on l'appelle. Et moi je suis assis, enfin non je suis même pas assis, je suis accoudé au bar pendant 1h, 1h15. D'un fois que je l'ai joué, j'ai dit 2 répliques. Parce que je suis juste là, et je dis 2 répliques, et je sais que ces 2 répliques vont être à côté de la plaque. Parce que c'est la parole à côté. Je vais dire 2, 3, 4, 5 trucs peut-être dans le spectacle, et chaque fois ça va tomber à côté. Mais ça va être juste ça. C'est parfait. Mais en fait mais ça raconte un truc, et à la fin du spectacle, c'est presque le personnage que les gens retiennent, qui est presque touchant, parce qu'il y a ce côté, il est là, et on connaît tous quelqu'un qui est comme ça. Puis ces phrases-là, il les dit parce qu'il veut appartenir, mais finalement il réussit pas à appartenir. Et en fait, ça raconte un truc, mais du coup c'est très précis. Je sais très bien que globalement là, je vais peut-être caler une réplique sur les 20 premières minutes là, dans ce passage-là, et peut-être 1 ou 2 après. Puis peut-être il y a un moment d'interaction peut-être avec d'autres gens. Mais je sais où je vais être, je sais comment ça commence, je sais à quel moment je sors.
C'est quoi les autres types de paroles? Alors, donc moi, c'est la parole à côté, donc c'est le personnage le plus anecdotique. Ouais. Voilà, il y a le barman qui a je connais, comment il les appelait, genre la parole masturbatoire. À un moment, il a son monologue de 10 minutes, à un moment, il part dans une grande théorie. Il y a le personnage, il y a eu Laurent Mazet, où là c'est de la parole sociale. En gros, il a un avis sur tout. Enfin, tout est sujet à avoir un avis et une position dessus. Il y a un personnage, l'inconnu du bar, qui a la parole détachée, qui en gros, il lui est arrivé un truc. Un moment qui va raconter, un moment il va entrer dans la conversation parce qu'il réagit à un truc. Il va choisir ce qui lui est arrivé en fonction de ça. Mais il en est détaché et il en parle. Ça peut être un truc vraiment terrible. Mais il est détaché de ça et c'est plus un truc. Il y a la parole incomprise, qui est le rôle de la femme. C'est un personnage féminin. C'est dans un monde d'hommes. C'est la femme dans un monde d'hommes et la parole incomprise. On sait qu'elle aura subi, en gros dans la journée, elle aura vécu un truc d'ordre sexiste, qui est un truc qui la saoule. Et en fait, les trop de mecs qui sont là ou qui se connaissent vont essayer de la comprendre, mais ne sont pas capables. Ils sont pas capables de comprendre en fait ce qu'elle leur dit. Et au final, elle va. Je serais curieux de voir les réactions différentes des soirées par rapport à ça. Ouais, et c'est. Dépendamment des places où tu joues. Ouais. Et c'est, voilà, je sais pas, une histoire différente, mais toujours un peu le même truc. Puis, quoi, la parole intime. À un moment, il y en a, c'est le Fradol qui va lui dire un truc super intime, à un moment, on va révéler un truc très intime. Voilà. Bon. En gros, le spectacle est structuré là-dessus. Et du coup, ça parle de plein de choses vachement intéressantes. Et c'est un spectacle, c'est intéressant, c'est un spectacle qui est. On dit tellement entendu, mais oui, il faut moins parler, faut être dans le corps, c'est plus et là c'est un spectacle, il y a pas de corps entre guillemets, sauf qu'ici, du coup ils bougent tellement pas qu'ils ont une présence énorme. Et c'est la parole et c'est un spectacle là-dessus. Donc mais des fois on l'utilise pas assez la parole, en fait on l'utilise mal. Quand on dit on parle trop, c'est parce qu'on parle mal, c'est parce qu'on dit des choses qui sont pas nécessaires. On va dire des choses, on va identifier des choses pour que notre partenaire de jeu soit avec nous, mais après ça, tu dis, il y a quelqu'un dans une impro qui va faire, qui rentre avec le bras cassé, tu fais, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai eu un accident de voiture, puis là, il continue, puis tu fais, non, il n'y a personne qui dit, j'ai eu un accident de voiture, puis il continue. Et soit l'autre lui demande, ben explique-moi, ou lui, il va tout de suite dire, qu'est-ce qui s'est passé en détail, le temps s'est ralenti, le gars, il n'a pas respecté son truc, puis on va mettre des détails. Puis des fois en impro, on passe complètement à côté de ça, tu sais, des trucs sensoriels qu'on explique avec la parole, on passe à côté pour juste aller au fait. Une fois que tu es sur scène, les gens oublient à quoi ça ressemble une conversation. C'est un des exercices qui m'avait le plus frappé fait à Chicago, et je le fais faire quand je fais travailler en stage long forme américain, pour voir un peu ça, parce qu'il y a pas mal ça dans des longues formes américaines. Deux personnes assises qui discutent, ça fait une forme. Bon, il y a eu un pépin. L'enregistrement c'est terminé. On a parlé à environ une demi-heure. Là, ça fait 2 pépins en 2 jours. Là. Je pense que j'ai un problème avec mon téléphone. Mais pour en résumer. Parce que là, du coup, on enchaînait sur. Donc, on a écouté la fin. Donc, on disait. Les gens parlent trop, mais c'est bien de bien parler, de faire des tirades, des monologues, des choses comme ça. Oui, de varier dans le rythme le rythme, parce qu'il y a une musicalité, je sais pas qui disait ça. Christian Laurence qui disait ça. Évidemment. Il faut varier le rythme. Instigateur des mouvements kino. Oui, varier le rythme, laisser nos vraies pulsions, notre vraie philosophie, c'est ça, on joue quand même, on essaie de résumer un peu ce qui s'est passé dans parce qu'après on parlait d'un peu de nos visions politiques, sociales, personnelles, et comment est-ce que ça venait jouer, ça sortait dans les spectacles. Et on disait que nous on n'avait pas, aucun de nous n'avait de spectacle vraiment où politisé, la forme du spectacle est prévue pour traiter une thématique, sauf toi tu disais un petit peu le spectacle où c'est 4 comédiennes et un comédien qui est au service
des quatre comédiennes. Donc là, il y a un peu... ouais, en fait, le but, c'est pas de faire des improvisations féministes, mais bien d'avoir des protagonistes féminins. C'est plus la philosophie de vie et le rapport aux autres que tu cherches à transmettre. Finalement, c'est plus des valeurs de relation avec les autres et comment communiquer ensemble et que d'arrêter de mettre la faute sur l'autre puis de comprendre que l'autre c'est moi. Ouais. Donc c'est ça. Et puis voilà. Et après moi je disais simplement que pareil sur mes spectacles il n'y avait pas de... J'ai pas en tout cas dans mes spectacles de thématiques fortes intégrées dans le spectacle, mais que il y a des choses qui sont tellement intégrées à la façon dont je vois les choses et les partenaires avec qui je joue. Oui, le fait que... Il y a des thématiques qui ressortent. Le fait de jouer un couple homosexuel n'est pas souligné, c'est juste une norme. C'est-à-dire que en gros que dans mes spectacles, un couple homosexuel ce sera jamais un problème. Que le mariage n'est pas une fin en soi ou des choses comme ça, que voilà, le monde de l'entreprise dans mes spectacles est plutôt déformé et mal vu assez souvent. Donc c'est ces choses-là qui reviennent, et dans les choix des spectacles par exemple de pas défendre un spectacle compétitif tel que le match qui est un peu le cul entre deux chaises, d'être une compétition mais en même temps une fausse compétition, mais on ne peut pas défendre la compétition comme on disait avant le Monopoly, à la limite si le match c'était un truc pour se dire on veut montrer les travers de la compétition et on est conscient que c'est ça qu'on veut montrer avec le spectacle, je trouve peut-être ça plus intéressant. Comme le Monopoly. Comme le Monopoly. Le Monopoly fait plus ça vraiment. Voilà, c'est ça qui était là pour montrer ça finalement. C'est pour ça qu'avec ma compagnie, nous on fait juste des trucs collaboratifs. Il n'y a pas de trucs compétitifs. Mais moi je me dis, tout existe, je suis prêt à jouer n'importe quoi. Puis après ça, est-ce que si c'est moi qui le produis, ben là je peux faire des choix. Merci Hugues. Merci à toi. Et on aura bien résumé une demi-heure en 2-3 minutes à peu près. Ouais, quand même. Et écoute, c'était un plaisir. Merci pour la réception et de m'accueillir chez toi. Et on se revoit. D'accord sur quand on le sort pour le sortir à peu près en même temps. Ouais. Je te dis quand c'est prêt de mon côté. Tu me dis pareil. On fait ça. Et bam, sortie mondiale simultanée sur tous les écrans. Et puis... Génial. Et voilà. Merci. Et merci. Pas d'impro est une présentation des productions de l'Instable, une compagnie de création dont la mission est de présenter des spectacles de théâtre improvisé et de réfléchir sur la création spontanée. Pour plus d'informations sur nos spectacles en salle, nos formations et notre direction artistique, rendez-vous au www.prodinstable.com.